Plus de 13 mois que la Réunion n'avait pas connu d'attaque de requins samedi, quand le jeune Laurent s'est retrouvé happé par un squale. Ce sont les images de ces 5 dernières années qui sont remontées à la surface. 5 années pendant lesquelles on a recensé pas moins de 18 autres attaques, dont 7 mortelles. La 19e vient mettre un terme donc à la plus longue période d'accalmie de cette demi-décennie. Surtout, c'est la première fois que ça se produit depuis la mise en place des filets de protection sur les plages de Saint-Paul. Filets qui, samedi, à Boucan, étaient déchirés, ce qui avait entraîné l'interdiction de la baignade et des activités nautiques. Ce drame remet-il en cause tous les efforts déployés ces dernières années? Faut-il continuer à pêcher des requins pour réduire le danger? Comment trouver un terrain d'entente entre des acteurs que tout semble opposer? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vos questions, comme à l'habitude, au 02 62 99 2000. Il y a aussi la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag CDLA première pour Twitter. Et puis, comme à l'habitude, là aussi, le numéro de téléphone pour les SMS, le 06 92 70 2000. C'est un nouveau numéro, notez-le bien, 06 92 70 2000. Nos invités ce midi, je vous les annonçais juste après le journal. Jean-François Nativelle, le président de l'association OPR, secrétaire de l'association OPR, bonjour. Bonjour. L'association OPR, c'est donc Océan Prévention Réunion. Jean-Bernard Galvès, bonjour. Bonjour. Porte-parole du collectif de protection des requins, on peut résumer ça comme ça, avec plusieurs associations. C'est un résumé un petit peu rapide quand même. J'ai l'impression, moi, depuis 2 ans ou 3 ans, d'essayer plutôt de protéger les baigneurs et les surfeurs des dangers qu'on leur fait courir en appâtant près des côtes. Des associations qu'on présente comme environnementales. Arnold Jacou est avec nous également ce midi, avec un micro qui tombe, alors on va le redresser tout simplement. Oui, bonjour Arnold Jacou, vous êtes psychosociologue, auteur d'une étude sociologique sur la crise requin qui a été réalisée à la demande de la préfecture. Voilà. Alors comme à chaque attaque, celle de ce week-end réveille les vieux démons. Non seulement les points de vue sont opposés, mais en plus on se déchire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut espérer que ça se calme un jour, Jean-François Nativelle? Écoutez, vous m'aviez invité, je crois, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, avec Patrick Flores, il y avait Monsieur Desrands. Ça a été le discours qu'on essaye de prôner à chaque fois que ça m'est arrivé d'être en France face à d'autres grands acteurs comme Monsieur Sarano, etc. On essaye de Monsieur Sarano, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le fondateur de Longitude 180, qui est une des associations de collectif, qui fait partie du collectif de Jean-Bernard. C'est vrai que on va dire, pendant qu'il y a ces querelles, enfin, il y a un débat qui est perçu comme assez hystérique, ulcéré, etc. C'est la Réunion qui pâtit en même temps. Mais ce débat, si vous voulez, il est aussi comment dire, il découle du contexte dans lequel se produisent ces attaques. Et Monsieur Jacou, qui est présent, ne va pas me contredire, mais c'est une sociologue qui, dès 2011, a dit: porter sur la scène publique un débat qui met en jeu des acteurs qui représentent une culture occidentale dans la société créole conduit forcément à son ethnicisation. Et ça, déjà, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on constate malheureusement un glissement du débat qui fait que souvent on a des discours qui vont nous dire la mer créole n'a pas besoin de la mer, en bar la mer elle n'est pas grave, nous reste dans le lagon, etc., etc. Donc et déjà, la mer serait réservée aux oreilles. Et ça, écoutez, on va pas parler de ce terme-là, mais à ceux qui adhèrent à cette culture occidentale. Et c'est vrai qu'on comprend la population créole, ses difficultés. C'est une des populations, quand la dernière étude, qui est extrêmement pauvre, etc., qui n'a pas forcément l'accès à la mer. Mes parents ne savaient pas nager. Mais maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on va s'enfermer dans un archaïsme? Et j'espère que, voilà, avec la présence de Monsieur Galvez ici, qui lui aussi souhaite que ces activités se poursuivent, on puisse un jour essayer de trouver un consensus. Mais alors après, malheureusement, voilà, chacun a ses conceptions sur les méthodes à mettre en œuvre. Je ne vais pas prendre plus la parole. Alors, je vais poser la même question à Jean-Bernard Galvès. C'est vrai qu'il y a des insultes, il y a tout ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que les principaux acteurs, ceux qui sont à la tête des discussions, notamment, il y a le CO4R, le comité de réduction du risque requin de la préfecture, est-ce que ça peut se calmer ? Que ça puisse se calmer. Est-ce que ça s'est calmé déjà? Non, je ne crois pas que ça se calme vraiment. Si on regarde sur les réseaux sociaux, dès que j'ai fait une intervention, si vous saviez tout ce que je me ramasse, c'est beaucoup. Mais effectivement, je rejoins tout à fait Monsieur Nativelle. On a au moins des points sur lesquels on est en accord. Personne n'a envie
que cette série noire continue. Personne n'a envie de voir des enfants accidentés, des vies brisées, des choses comme ça. La seule différence qu'il puisse y avoir entre nous, et je pense qu'on est sincèrement tous les deux dans cette optique-là, la seule différence, c'est sur la méthode. Personnellement, je pense que les méthodes qui sont mises en œuvre, qui passent par la pêche, elles ne remplissent pas du tout cet objectif et elles créent plus de risques. Et je pense qu'il faudrait plutôt sécuriser les plages et sécuriser la baignade par la responsabilisation des gens, d'une part, et d'autre part par des moyens qui sont des barrières et qui soient efficaces, et qu'on travaille tous ensemble sur ce genre de barrières. Vous qui avez réussi à discuter avec les différentes parties et à les réunir, Arnold Jacou, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que cette attaque, elle change quoi que ce soit finalement, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Attendez, d'abord je veux dire que moi, j'ai réagi avec ma sensibilité, comme tout le monde, j'imagine. Avant de pouvoir prendre du recul, essayer de réfléchir un peu plus posément aux événements. Et ma sensibilité me dit que tout ça est affreux. Bon, et à la réflexion, lorsque des groupes opposés se tapent dessus et s'insultent et s'invectivent, ça veut dire, très probablement, c'est le symptôme du fait que les décisions qui ont été prises n'étaient peut-être pas prises dans les conditions les plus propres à permettre la réalisation d'un consensus. Et donc, en ce qui me concerne, je préconise pour la suite, s'il y a une suite, c'est qu'avant de prendre n'importe quelle décision dans un rapport de force, comme ça a quelquefois été le cas, à ce que j'ai vu dans le temps passé, on accepte que les personnes concernées, les leaders concernés se rencontrent régulièrement, pas une table ronde une fois, mais se rencontrent régulièrement pour élaborer ce qui est le mieux pour toute la réunion et pour la réunion plongée dans un environnement complexe et les réunionnais qui sont les passionnés des sports marins. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Nativel? Il ne faut pas que ce soit une rencontre symbolique une fois de temps en temps, il faut que ce soit une structure régulière, une discussion avec des de longue leaders qui ont haleine, quelque chose à dire. Et un dialogue. Monsieur Arnold Jacou avait fait un très bon travail à l'époque. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro. Monsieur Arnold Jacou avait fait un très bon travail à l'époque où il était mandaté par la préfecture. J'ai eu l'occasion de faire des réunions plusieurs réunions avec Monsieur Galvez, avec d'autres personnes, des scientifiques, etc. On a eu des échanges. Alors pas tout le monde, on est forcément pas d'accord sur tout. Moi, je suis pas scientifique, je suis un petit peu spécialiste par la force des choses. Mais voilà, on avait amorcé ce travail. Il a été stoppé. Après, je tiens à préciser une chose aussi, c'est que il faut voir qu'on est aussi dans l'ère Internet et vous en faites les frais, vous aussi. Tous les médias, tous les débats, dès qu'ils sont portés sur Internet, regardez, pour un rien, pour un chien, quel que soit le débat, ça part automatiquement en conflit. Donc, il faut effectivement qu'il y ait ces temps aussi d'échanges en interne, et moi je souhaiterais que ça, et je le dis encore une fois aujourd'hui, qu'on essaye de trouver une solution, mais si possible en étant réaliste sur les arguments qu'on avance, parce que c'est aussi là-dessus, c'est que moi je peux avancer des arguments que Monsieur Galvez va trouver fallacieux, moi je vais trouver que sur d'autres arguments il fait preuve de mauvaise foi, et tant qu'on n'aura pas aussi quelqu'un qui va trancher de façon neutre et nous dire bon ben là tu es dans l'excès, là c'est faux ce que tu dis, c'est compliqué. C'est pour ça que l'intervenant de quelqu'un d'extérieur est important, mais aussi en étant expert, pas seulement en gestion de conflits, mais aussi en poissons, en requins, en animaux sauvages, etc. Vous avez besoin d'un médiateur, Jean-Bernard Galvez, pour faire passer les... J'apprécie beaucoup l'action de Monsieur Jacou. Je crois qu'on a aussi ça en commun, d'apprécier l'action de Monsieur Jacou, qui est quelqu'un qui peut supporter à peu près n'importe quoi avec beaucoup de calme et de sérénité, et d'essayer, qui a toujours la volonté d'unir les uns et les autres. Voilà, donc avec Monsieur Nativel, personnellement j'ai pas de problème, ça me fait plaisir de lui parler, je trouve que c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la tâche qu'il fait, on n'a pas du tout le même point de vue, mais en même temps je vais défendre peut-être ma position avec virulence peut-être, mais en même temps je salue l'engagement de Monsieur Nativel. Alors, même si je suis en total désaccord sur les méthodes qu'il préconise. Je tiens juste à préciser que la communauté des pratiquants nautiques est fondamentalement attachée à la préservation de l'océan. C'est ça qui a créé le schisme au départ. C'est qu'on a été présentés comme des gens qui voulaient s'attaquer à la nature. Mais les associations environnementales, vous savez, même pour citer les Sea Shepherd, c'est essentiellement des gens qui aiment la mer, des surfeurs qui les soutiennent. Et c'est là-dessus que ça a créé un clivage. Donc c'est vraiment pour dire qu'on a finalement un même objectif. Moi, la seule chose que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'on a une situation exceptionnelle.
qui ne peut pas se résoudre avec des moyens qui sont malheureusement insuffisants. Vous voyez avec cette casquette de médiateur en quelque sorte où ça va au-delà de votre mission, Arnold Jacot? Je vous assure, monsieur Dornier, je n'ai aucune prétention. Simplement, j'ai la conviction et l'expérience selon laquelle, quand on veut aller plus loin avec quelqu'un, il faut s'en rapprocher de plus près. Et l'expérience, elle a été faite dans le cadre de l'enquête sociale que je menais, mais elle a été faite par des gens de bonne volonté. Malheureusement, elle a été interrompue parce que les services de l'État n'ont pas la veine sociale que nous aimerions qu'ils développent. Ils ont une veine plutôt bureaucratique, administrative, et nous en voyons les effets. Bon. Ceci dit, non, je dirai la suite plus tard. Alors, on va aller au standard parce qu'on a un premier appel. J'aurais voulu juste réagir un petit peu. Allez-y. Monsieur Nativelle vient de dire qu'ils étaient présentés comme des gens qui n'aimaient pas la nature, et nous, je peux vous dire, on est présentés comme des gens qui n'aiment pas les surfeurs. Oui, mais donc, après, il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui sont hystériques d'un côté comme de l'autre. Vous, monsieur Galvez, je vous ai jamais vu tenir des propos injurieux, calomnieux, etc. Jamais, je pense pas l'avoir fait pour qui que ce soit. Moi, j'essaye aussi, dans la mesure du possible, de rester dans cette ligne directrice, mais après, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire tout et n'importe quoi. Moi, des fois, je parle avec, j'entends des bruits, des scientifiques qui croient que tel truc, c'est moi qui ai dit, etc. Mais bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses on peut pas contrôler. Vous savez, essayer de contrôler les gens qui sont d'un côté comme de l'autre dans l'excès, ça nous retombe dessus, et je pense que vous en avez fait les frais comme moi. Vous voulez dire qu'il y a du ladilafé à La Réunion, c'est ça? Non, c'est qu'il y a il y a beaucoup de passion. Plus sérieusement, on va aller au standard 02 62 99 2000. On accueille c'est Loris Gasbar, qui est le président de Prévention Requin Réunion, l'association qui a déjà participé à cette émission sur ce thème par le passé. Bonjour Loris Gasbar. Oui, bonjour Philippe. Merci de nous appeler, je vous écoute. Écoutez, moi je voudrais tout simplement m'adresser à monsieur Galvez, qui pointe encore du doigt ces dispositifs de pêche. Je voudrais juste lui poser une petite question, en sachant que ces dispositifs de pêche sont utilisés depuis 40 ans en Australie et depuis 30 ans en Afrique du Sud, avec zéro fatalité sur les endroits même où ces engins de pêche sont posés. Comment lui, monsieur Galvez, peut prétendre que c'est accidentogène? A-t-il les diplômes pour ça? Est-il qualifié pour nous dire à nos scientifiques, qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, approuvent aussi ces dispositifs de pêche? Comment lui peut nous dire que c'est contre-productif et même voire dangereux? J'aimerais bien qu'il s'explique là-dessus. Écoutez, il a entendu votre question, Loris Gasbar, il va y répondre, Jean-Bernard Galvez. Et puis je rajouterai, excusez-moi, c'est pas fini, il n'y a pas de question là, ça fait beaucoup peut-être d'une seule fois. C'est juste une petite les unes après les autres, s'il vous plaît, monsieur Gasbar. C'était juste que la seule différence entre monsieur Galvez et nous, c'est que nous faisons passer la vie d'un humain avant celle d'un poisson. Et ça, ce n'est pas compris par monsieur Galvez. Alors, il y a plein d'inexactitudes et je vous remercie, monsieur Gasbar, de me poser cette question. La première, il y a plusieurs questions dans votre question. La première des choses, tout à l'heure, ça rejoint ce que nous disait monsieur Nativelle à propos des réseaux sociaux. Vous les avez activés, sachant que monsieur Nativelle et moi-même étant présents, et comme à chaque fois, c'est toute l'équipe de vos amis qui va intervenir, et comme vous venez de le faire. Mais je vous remercie particulièrement d'avoir posé la question de la sécurité en Afrique du Sud. Vous me dites depuis 40 ans, depuis 70 ans même, on pêche en Afrique du Sud. Depuis 40 ans en Australie et depuis 30 ans en Afrique du Sud. Voilà. Oui, un peu plus que ça même en Afrique du Sud. C'est ce que disait Loris Gasbar. Oui. On pêche en Afrique du Sud et on n'a pas d'accident. Alors là, je suis très très heureux que vous me posiez cette question, parce que je vais vous répondre par une autre question. Savez-vous combien de requins bulldog sont pêchés chaque année par le Natal Shark Board? Monsieur Galvez, chaque année, il s'est pêché 9 requins bulldog par le Natal Shark Board. Donc en pêchant... non, mais vous lui posez une question, il vous répond. Non, mais attendez, moi je suis en train de répondre à sa question et monsieur Gasbar est en train de m'interrompre. Donc j'ai attendu que monsieur Gasbar finisse de poser ses nombreuses questions pour pouvoir y répondre. Donc monsieur Gasbar, en Afrique du Sud, il se pêche chaque année 9 requins bulldog. Et avec 9 requins bulldog sur 450 km de côte. 9 requins bulldog sur 450 km de côte, vous me dites que ça sécurise toute la région. Or, sur la Réunion, ce sont des dizaines et des dizaines de requins bulldog et tigres qui ont été pêchés. À l'issue de cette pêche de plusieurs années, de 2 années, on a un accident dès que le filet présente un trou.
un simple trou dans le filet, vous avez attiré tellement de requins par cet appâtage massif. Vous utilisez des lignes qui font 3 km de long, avec 25 appâts. Vous mettez des appâts gras de 1 kg à l'endroit où les Sud-Africains mettent des appâts maigres de 500 grammes. Au bout de 48 heures, les Sud-Africains viennent remplacer leur appât, qu'il ait été bouffé ou non. Et quand il a été bouffé, ils ne le remplacent pas. Avant 48 heures. Et vous les remplacez régulièrement et vous mettez une ceinture d'appât autour de la Réunion. Et vous vous étonnez qu'il y ait des accidents ensuite. Monsieur Gaspard, vous m'avez donné l'occasion de répondre à vos affirmations. Il y a une grande incompétence parmi les gens que vous représentez pour parler de requins et pour parler de sécurité. Et avec ces méthodes, vous mettez en danger les Réunionnais. Alors Loris Gaspard et Jean-Bernard Galvez, on va écouter l'extrait du directeur de cabinet du préfet, qui était l'invité de la matinale ce matin, Sébastien Haudebert, qui s'exprimait justement sur la question de la pêche. On est dans le cadre d'un programme qui est un programme d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes à discuter, des expérimentations qui peuvent se mettre en place aussi sur d'autres sites. Donc on continue à travailler là-dessus. Une piste de réflexion, c'est aussi pourquoi pas d'équiper nos gendarmes éventuellement avec des jet skis pour intervenir en mer. C'est une possibilité, c'est une piste ouverte. Nous n'avons pas décidé. Là aussi, il faut construire une doctrine très précise. Nous avons aussi la police municipale, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais qui intervient, et la mairie de Saint-Paul qui, là aussi, a pris toutes les mesures qu'il fallait samedi, y compris d'ailleurs après en termes de secours, après le drame. Donc, plusieurs pistes sont ouvertes, il faut les poser sur la table. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut obliger les jeunes à sortir de l'eau, et par quels moyens, finalement ? Aller les chercher en mer, c'est compliqué, c'est difficile, ça pourrait faire un risque supplémentaire. C'est vraiment la responsabilité individuelle de chacun. Alors, c'était pas exactement ce qu'on devait entendre normalement, c'était le passage qui concerne la pêche. En tout cas, le directeur de cabinet du préfet, pour résumer ses propos, disait il n'y a pas de palangre au large de Boucan. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous, Jean-François Écoutez, on a... Attendez, Loris Gaspard, je vais laisser Jean-François Nativel répondre quand même. Et donc, voilà, on a un parfait exemple de l'incompréhension. Elle provient de ça. C'est que là, monsieur Galvez, il a ses convictions, il prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Moi, je prendrai celui... C'est M. Gaspard qui a pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Donc voilà, moi je vais compléter, parce que l'Afrique du Sud, je suis là sur l'Australie, le Queensland. Le Queensland pêche, vous avez les chiffres ici, vous avez en moyenne 100 requins bulldogs qui sont pêchés chaque année. Et sur les plages protégées, comme sur toutes les plages protégées, en Australie ou en Afrique du Sud, on a une réduction du risque qui est significative. La vraie question, c'est de se dire comment, parce que je ne vais pas rentrer dans ce débat si des appâts d'1 kilo attirent des requins ou pas, parce qu'on s'en sortirait pas. Enlevez les appâts des hameçons. Non mais monsieur, la première drumline, elle est aux Roches Noires, elle est à 4 km. Et les palanques de fond de 25 hameçons. Elles sont déployées à des moments vraiment décalés. La question est de se demander comment on peut avoir des requins qu'on nous a présentés comme des poissons qui aiment pas la chair humaine, qui se trompent, qui attaquent par erreur. Comment ils en arrivent à rentrer dans un filet qui est clos à 99%, alors qu'en Afrique du Sud, on a des filets qui sont juste des morceaux de filet où il n'y a pas de retour sur les côtés, et que là-bas, il n'y a pas d'attaque, enfin, il n'y a quasiment pas d'attaque en 50 ans d'installation. Nous, on a essayé des choses innovantes. On a donné une patte écologique au programme. Ces filets ne blessent aucun poisson. Vous étiez une des personnes satisfaites. Maintenant, j'espère que ça va fonctionner. On est en train d'expérimenter. Malheureusement, l'expérimentation, elle se fait avec des êtres humains. Et c'est ça le problème. C'est que le débat nous fait perdre du temps aussi quelque part. Il y a une obligation de moyens. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous appâtez, vous faites venir les requins. Si vous mettez des appâts, enlevez les appâts des hameçons. Et vous verrez si vous attrapez des requins. Les premiers appâts, monsieur Galvez, ont été mis en 2014, en février 2014. On avait déjà 11 attaques à cette période-là. Oui, monsieur Nativel, je suis d'accord avec vous. Nous avons eu des attaques avant et nous avons un grave problème qu'il faut résoudre. D'accord. On est entièrement d'accord. Et par contre, ne me faites pas dire les paroles que vous prêtez à certains, effectivement, défenseurs des requins qui ne les connaissent pas. Mais je sais que vous connaissez bien les requins et j'aurais aimé qu'on débatte aussi un peu là-dessus, qu'on essaye d'aller sur quelque chose de constructif et de se dire... J'ai toujours dit personnellement que le risque requin commençait avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Je l'ai toujours dit. Vous êtes sous l'eau comme moi. J'ai toujours dit que l'accident de requin avait une origine alimentaire. Nous sommes
On est bien d'accord, vu que le résultat, c'est un animal, c'est un prédateur, voilà, et qui présente dans certaines conditions certains risques. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit, et on doit un respect à un certain prédateur, et on doit un certain comportement quand on a en face de nous des prédateurs potentiellement dangereux. Arnaud Jacou, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette intervention de Loris Gasbard, et puis cette tension qui monte tout de suite? Ah non, il n'y a pas de tension. Et d'abord, je ne suis pas compétent en requin, mais j'essaie de comprendre le mieux possible le comportement humain. Les mécanismes. Ce que je crois, c'est que, ce qui me semble en tout cas, c'est que tant bien que mal, ici à La Réunion, depuis que la crise a démarré, on s'est attaqué à ces symptômes. Le symptôme, c'est les attaques meurtrières. Mais on continue à ignorer les chaînes de causalité de ces attaques. Donc, on ne peut pas non plus imaginer quelles vont être les conséquences à tout point de vue, conséquences dans l'équilibre, l'environnement, tout ça. On est au plan des symptômes, mais pas au plan des causes. Tant qu'on n'a pas réussi à travailler là-dessus, à avoir des données qui peuvent venir soit des expériences empiriques, parce que beaucoup de gens en ont, même s'ils ne sont pas scientifiques, même s'ils ne sont pas diplômés, même s'ils ont une expérience de la vie continue, et les scientifiques peuvent parvenir à formaliser tout ça. Nous devons, pour moi, c'est une urgence de s'attaquer aux chaînes de causalité, même si ce n'est pas l'urgence que tout le monde partage, parce que forcément, nous avons envie de nous protéger et on peut le comprendre. On a Lucie au 06 92 70 2000 qui nous dit « Prudence et mère de sûreté, dans ces débats, l'emportement des intervenants nous fatigue. On prend les mêmes et on recommence entre les pour et contre requins, les pour et contre surfeurs. Arrêtez, trop d'experts tue l'expert. » Bon voilà, c'est l'avis de Lucie. Essayons de faire évoluer le débat. Effectivement, moi la question, je voulais finir ça, parce que c'est un point essentiel. Et là, bon, on finira par pas être d'accord peut-être, mais on a un filet à La Réunion. On teste quelque chose qui s'est jamais fait dans le monde, un filet fermé à 100% dans ces dimensions. À 100%, je ne parle pas évidemment du trou qu'il y avait dedans ce week-end. Non, parce que on y reviendra si vous voulez. Oui, il va jusqu'au sol, mais il y a des endroits où c'est très compliqué, des endroits qui sont très près du bord. Ils font leur maximum. Les gens sont. Il y a 10, 20 personnes qui travaillent dessus pour améliorer. On est sur de l'expérimentation, encore une fois. Et là, donc, on voit qu'un filet qui est fermé à 99% sans évacuer la responsabilité humaine arrive quand même à avoir un requin qui va se comporter comme un loup ou un renard devant un poulailler qui aurait peut-être identifié un stimuli et qui va chercher à rentrer dedans. Alors qu'à côté de ça, l'expérience nous montre qu'en Afrique du Sud, 50 années de protection avec des filets partiels, ça fonctionne. Partiel, hein. Oui, mais ces filets capture des animaux. Et je préciserai, M. Galvez a dit 9 requins par an. J'ai les chiffres devant moi, c'est 12. La moyenne... 9,4 requins. Oui, bon, enfin moi sur les données... c'est les statistiques de 2010 à 2014 du KwaZulu-Natal Shark Board. 2006-2010, on est presque bon. Oui, il y en a moins maintenant. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, mais pour chipoter... Requins, combien on en a pris à La Réunion? On commence à approcher les 200. Et ça, c'est sur 450 km. Nous sommes sur 30 km et 200 requins. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Jean-Bernard Galvez? Je veux démontrer que nous sommes en train d'appâter et d'attirer les requins. Et que cette méthode n'est pas du tout adaptée et n'apporte pas de sécurisation. Et quant à répondre à votre problème de l'attaque dans ce filet, malheureusement, de l'accident dans ce filet, vous savez que les pêcheurs sont autorisés à conserver leurs prises accessoires. Et avec des lignes qui font 25 hameçons, on en prend des animaux. Et là, on est peut-être en train d'enlever leur proie naturelle à tous ces prédateurs. Et si vous leur enlevez leur proie naturelle, il faut bien qu'ils mangent. Et on accroît le risque. Donc je pense qu'on est en train de mettre en place, sous prétexte de protection des gens, un espèce de cercle infernal où on attire des requins et on leur enlève leur nourriture. Et on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous parlez d'action de pêche, La pêche, elle s'effectue partout autour de l'île, mais ça cause créole. Le nombre de petits pêcheurs, ils savent à la mer, ils s'arrodent un carry. Ou veut dire toute de Mouni attrape poisson, La Réunion, les responsables attaquent de requins. C'est ça, on veut dire. Parce que c'est pas un pêcheur va larguer 25 hameçons que va changer fondamentalement l'affaire. Nativelle, on en est à 25 hameçons. Je vous parlais tout à l'heure du Natal Shark Board qui, pour pas tirer les requins, utilisait des appâts de 500 grammes et des appâts maigres. On a 25 hameçons, nous, d'un coup, et on en met des appâts gras. C'est plus la même chose. On arrive à 30 tonnes d'appâts par an avec les palanques, si on fait un petit décompte. Il paraît que ça fait presque 500 kilos par semaine devant les plages. Monsieur Galvez, c'est bien moins que le programme scientifique quand il était en cours entre 2011 et 2013 et que l'État envoyait les gens dans l'eau à leur simple risque et péril sans aucun filet. Ah non, mais attendez, je vous soutiens totalement sur les filets.
je vous soutiens totalement sur les filets et sur toutes les méthodes qui n'impliquent pas une atteinte à l'environnement et qui n'impliquent pas Galvez, testons les filets sud-africains testons les filets sud-africains. De toute façon, peut-être qu'on y viendra. C'est pas impossible. Testons ces filets sud-africains. C'est quoi la grande différence? C'est que ça va tuer une tortue ou un dauphin de temps en temps. Les filets sud-africains, les Sud-Africains sont en train actuellement de renoncer. Et leur objectif est d'obtenir, d'abord ils renoncent au filet, et au drumline, ils cherchent des parades à toutes les méthodes qui sont létales pour les animaux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que nous, non seulement nous pêchons beaucoup plus de requins sur une toute petite zone, mais en plus on les tue. En Afrique du Sud, chaque requin qui est pêché est relâché. Que ce soit un tigre de 4 mètres, un bulldog de 3 mètres, c'est relâché. Nous, on ne les relâche pas, on les tue. Comment ils expliquent ça ? C'est les incohérences de leur méthode. Il faut savoir que là-bas, nous ici, pour se plier aux exigences écologiques, on a des alarmes qui font le pêcheur va venir en pleine nuit et quand il a franchi l'alarme et quand elle se déclenche. Oui, donc il va venir et il va libérer le requin si c'est une espèce inoffensive ou le tuer si c'est une espèce qui est dangereuse. Alors que là-bas en Afrique du Sud, ils n'ont pas ce genre de contraintes. Ils laissent l'animal. Ils font un passage par jour. Si l'animal est mort sur place, voilà. Donc, mais ils ne le tuent pas eux-mêmes. J'ai les statistiques là sur la période. C'est pour ça qu'on arrive à 9 bulldogs qui représentent, je ne sais plus exactement de mémoire, Galvez, mais une quarantaine juste pour de vous donner, et vous avez les mêmêmes chiffres que moi, là j'ai des statistiques, il y a exactement 16,7 captures, c'est une moyenne pour 12,2 morts, c'est-à-dire qu'il n'y a que 30%, 25-30% d'animaux relâchés vivants. Pêché des dizaines et des dizaines de requins pendant 2 ans sur une zone qui fait non pas 450 km, mais qui en fait une trentaine, on n'est pas réussi à sécuriser la chose, et dès qu'on a un petit trou, il y a un requin qui vient s'engouffrer dedans. Il n'y a pas si longtemps, monsieur Le Bianic nous disait la situation est plus sûre qu'il y a 2 ans. Monsieur Le Bianic, c'était le chargé du risque requin à la préfecture. Arnold Jacou, si on veut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Ce débat-là, ici, illustre parfaitement les problèmes. Non, mais il ne devrait pas être mené simplement devant un micro. Oui. C'est un débat qui mériterait un approfondissement, une durée, parce que nous avons affaire, Jean-François et Jean-Bernard sont 2 personnes parfaitement compétentes. Mais on peut, avec les expériences qui sont faites, qu'ils portent, faire avancer les choses, mais pas devant un micro. Maintenant, je vais reprendre le thème de l'expérience. On est là aussi pour faire vivre ce débat. Oui, non, mais je veux dire, on va s'arrêter, puis voilà, on aura... Moi, je veux revenir à ce que disait Jean-François Nativel. On est effectivement, depuis 2 ans, dans une phase d'expérimentation. Mais pendant cette phase d'expérimentation, qui ne donne pas les fruits que tout le monde espère, bien évidemment, à cause, à mon sens, on s'attaque aux symptômes et pas aux causes, mais pendant ce temps-là, la question des usagers de la mer se pose. Et alors, je ne sais pas si je fais avancer les choses, mais je vais quand même dire, nous avons observé ici, tout le monde l'a observé, c'est que nous n'avons pas une culture de la mer ici à La Réunion. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant que je discutais avec eux, que je les interviewais, professionnellement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui explicitement me disaient qu'ils souhaitaient entrer dans l'eau comme ils allaient dans leur jardin. C'est-à-dire comme s'ils vont pratiquer des activités de loisirs qui ne leur posent évidemment aucun problème, qui ne présentent pas l'ombre d'un risque. Et le fait de ne pas pouvoir entrer dans l'eau comme dans le jardin était pour eux problématique et nécessitait qu'on recherche des responsables. Et à mon sens, l'État ne s'en est pas occupé, en dépit du fait que les propositions claires ont été faites. L'État ne s'est pas préoccupé de développer une pédagogie du risque, une pédagogie de l'autoprotection des usagers de la mer, qui est forcément attachée à une culture marine ou à une réflexion sur le développement possible d'une culture marine. Il y a des alertes qui sont clairement données, comme ce week-end. Je voulais juste te dire, il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des personnes qui sont comme ça. En 5 ans, les comportements ont changé. Là, avec les filets, on avait quand même beaucoup de gens, des enfants, etc. Beaucoup de gens qui n'allaient plus à l'eau depuis 4 ans. Il y a eu un véritable renouveau. Donc là, alors qu'on était sur quelque chose où tout le monde avait confiance, à nouveau, on se retrouve face à une situation incroyable. Donc il faut effectivement rebondir. Le problème de cette communication-là, que je ne vais pas nier, le problème de la communication sociale, c'est comme dans la communication
interpersonnel, c'est pas seulement le message donné qui compte, mais c'est comment il est perçu. Et on le voit, quand il y a une attaque, le premier pédagogue, quand il y a une attaque, c'est la peur, c'est la trouille, c'est l'horreur. Mais dès qu'on s'éloigne chronologiquement du moment de l'attaque, tout ça disparaît. Et si on n'a pas des relais éducatifs dans la famille, dans les spécialistes ou les éducateurs sportifs, par des systèmes de communication, tout ça, eh bien, même si à un moment donné, la perception du danger amenait les gens à une prise de conscience, une réflexion, on voit que tout cela s'estompe très rapidement. Donc, on n'a pas véritablement... Je ne veux pas généraliser pour critiquer. Les choses changent. Les gens, je voudrais qu'elles changent les évolutions. Et qu'elles soient formalisées de manière pédagogique, plus clairement, mais par plus contre, à côté de ça, il faut savoir, et tu le sais très bien, le caractère passionnel qui a été développé malheureusement par des politiques publiques, il faut le rappeler, depuis 30 ans. Si l'État avait dit depuis les années 80, ah non, La Réunion, on ne doit pas développer les activités nautiques parce que c'est une île à requins, on en fait un parc, eh ben il aurait dû le faire, parce que c'est pas après avoir donné le goût à des milliers d'usagers. Il y en a qui me disent clairement... des champions aussi. Oui, et puis on a 3 champions du monde, on est en train de tuer une poule aux œufs d'or, on va avoir sûrement des Réunionnais aux Jeux Olympiques en 2020, mais ça c'est encore un autre problème. Mais moi j'ai des gens, et Arnold me contredira pas, qui diront ils sont prêts à mourir. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir, ceux qui pouvaient partir sont partis, il y en a qui tombent malades. Ce caractère passionnel, là on tombe après, ils vont voir des médecins. On fait comment? On peut pas leur faire prendre de risques au nom de la passion. Mais ça c'est... Mais là, je pense que c'est notre... C'est eux qui le prennent, non, c'est pas eux qui le prennent d'eux-mêmes. Il y avait des panneaux d'interdiction partout, les maîtres nageurs qui prévenaient. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des surfeurs qui sont restés à l'eau samedi? Écoutez, moi je comprends leur passion et je comprends qu'ils prennent ce genre de risque. Et en même temps, avec la connaissance que j'ai du milieu marin, je pense que c'est un risque qui est démesuré, si vous voulez. Alors en même temps, je les comprends parce que... Démesuré, tu veux dire qu'ils ne le perçoivent pas? Ils ne le perçoivent pas à sa juste valeur. Ouais, mais il y en a qui perçoivent. Le nombre de gens qui ont arrêté pendant... Moi je te dis... Mais donc ça s'éduque, ça. Oui, ça fait la partie de l'éducation. Et il y a eu d'énormes progrès faits depuis 5 ans. Il y a 5 ans, on était vraiment dans le... Écoutez, de toute façon, on pourrait en discuter longtemps. Moi je dis juste, on va voir comment l'État va s'y prendre, puisqu'on a vu que un des volets principaux, ça va être aussi la répression. Et malheureusement, effectivement, c'est très compliqué. Je suis préféré que les gendarmes s'occupent des faits divers, de toute l'insécurité qu'on peut avoir, etc., plutôt qu'ils soient en train de courir sur la plage, parce que malheureusement, je peux vous dire que dès aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens dans l'eau, et il y en aura, en dehors des filets, bien évidemment. Une dernière chose importante, ne mélangeons pas aussi ceux qui étaient dans un filet et qui se sentaient quand même en sécurité par rapport à l'expérience de ce qui se fait ailleurs, et voilà, et ceux qui vont quand même pratiquer en dehors des filets. Je pense qu'il faut qu'on continue à améliorer les filets, améliorer une barrière sous quelque forme qu'elle soit, qui me paraît la seule méthode de protection efficace. Mais écoutez, il y a un nouveau qui vient avec un dispositif sonore, ça va vous faire plaisir d'apprendre ça. Je pense, mais c'était un peu subtil peut-être justement vu les habitudes des gens. Mais je pense qu'on aurait pu en attendant, il faut quand même. Je vous finirai pour ma part là-dessus. C'est l'obligation de moyens, Monsieur Galvez. C'est-à-dire que vous défendez les animaux et on a tous cette sensibilité. Les gens. Je défends les gens avant les animaux. Les gens et d'une façon générale la société, parce que protéger la nature, c'est protéger l'homme. On est bien d'accord. Mais il y a ce qu'on appelle une obligation de moyens. On vous demande juste, vous avez bien vu au début, vous contentiez de votre mouvance, contentez de dire c'est juste un problème de comportement. Vous êtes bien d'accord que là, quelqu'un qui se fait attaquer dans un filet, c'est difficile de dire que c'est un problème de comportement. Il s'est fait attaquer dans un filet dans des conditions où le filet était percé et où on lui avait dit de ne pas y aller. Il y a quand même, c'est pas dans un filet tel qu'il est conçu et tel qu'il est placé de façon habituelle. Que c'est quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. Mais attendez, si vous enlevez le filet ou s'il a un trou, c'est plus un filet. La protection n'est plus garantie. Sur 700 mètres de linéaire. Sur 700 mètres de linéaire, vous savez comment se comporte un requin qui tombe devant un obstacle? Eh ben il le suit. Et quand il y a un trou, il va rentrer dans le trou naturellement. Vous savez qu'il a dû quand même circuler longtemps avant de s'aventurer. Non, pas forcément circuler longtemps, parce que vous tombez sur un obstacle, pour un requin, il tombe sur un obstacle, il fait ça, il va suivre. Et puis quand il va tomber dans le trou, il va rentrer dans le trou. C'est des animaux quand même craintifs. Enfin après, voilà, on va pas tergiverser. C'est un animal craintif quand on le côtoie sur l'eau, effectivement. La question, évidemment, c'est aussi de savoir comment ce requin est arrivé là. Est-ce qu'il est arrivé par la houle en passant par-dessus le filet? Est-ce que ça, c'est
c'est possible, ou est-ce qu'il est passé par ce fameux trou. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus participer à ce débat suite à cette attaque de requin. On rappelle que le surfeur attaqué, ses jours ne sont plus en danger heureusement, mais qu'il restera handicapé lourdement à vie bien sûr. Merci à vous Jean-François Nativel, secrétaire de l'association OPR, Océan Prévention Réunion, Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif des associations environnementales, et puis Arnold Jacoub, psychosociologue, auteur d'une étude sociale sur le risque requin. Excellent après-midi à 12h53, presque 54.